Vous êtes sur la panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui concourt à développer un petit peu l'esprit critique de cette jeunesse qui représente l'avenir de demain. En parlant d'esprit critique, nous allons un petit peu essayer de décortiquer, on va dire, ce boycott de la Saint-Valentin. Vous connaissez évidemment le 14 février, cette journée réservée à l'amour, mais malheureusement pour beaucoup de personnes, c'est une journée comme une autre. Et pourquoi? On en saura un peu plus en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, toujours dans la thématique de l'amour, mais nous allons parler un petit peu du côté sombre de l'amour, le côté amer de aimer. On va parler un petit peu de la trahison. Comment se relever d'une trahison dans un couple? Eh bien, des éléments de réponse avec mes invités en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Ce sont des habitués, évidemment. Il s'agit d'Ézéchiel. Ézéchiel, diplômé en gestion de ressources humaines. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir. J'ai même envie de dire bienvenue chez toi, tout simplement. Merci encore pour l'invitation, Régis. Et nous avons également le plaisir de recevoir Chancel. Chancel, vous êtes étudiante en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci, Régis. Une autre étudiante en journalisme et communication sur ce plateau, Charlène. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Vous êtes une habituée également, très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. Et nous allons terminer la phase de présentation avec le nouveau, le petit nouveau sur ce plateau Génération News. Omer, vous êtes étudiant en transport et logistique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci, Régis. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Le 14 février, une date, en tout cas un jour, que personne n'ignore quand on parle de février et quand on parle évidemment de cette date, puisqu'elle symbolise l'amour, en l'occurrence cette fête, la Saint-Valentin. Je me tourne vers toi, ma chère Chancel, pour donner un petit peu le là de cette première partie d'émission. La Saint-Valentin, déjà, qu'est-ce que ça t'inspire, cette journée? Est-ce que tu es du genre à la célébrer ou plutôt à la boycotter? La Saint-Valentin, comme tu l'as si bien dirigé, c'est la fête de l'amour. Mais personnellement, je ne dirais pas que je la fête et je n'irai pas non plus dans le sens du boycott. D'accord. Parce que ça dépend vraiment de l'atmosphère, de l'ambiance dans laquelle je me trouve. Et je me souviens qu'il y a une année lors de la Saint-Valentin où une amie m'a envoyé de l'argent comme cadeau. Ouais. Je ne m'y attendais vraiment pas et je pense que c'est l'occasion de montrer l'amour ou bien même l'affection qu'on porte à ses amis. Ce n'est pas forcément à son amoureux. Ouais, mais je pense que c'est là la confusion en fait. Oui. Parce que quand on parle de fête de l'amour, c'est avec un grand A, c'est pas amour avec un tout petit. Pour dire effectivement, ça ne concerne que le couple. La Saint-Valentin, je peux la célébrer avec ma sœur par exemple. En effet, tu as très bien raison. Et c'est ce qu'il faut que les gens comprennent parce que tout est question de compréhension. C'est la manière dont les gens voient cette fête, c'est la manière dont les gens comprennent cette fête et ce qu'ils en tirent en fait. Ouais. C'est ça le point phare, on va dire, essentiel de cette journée du 14 février. Ézéchiel, c'est vrai que notre ami vient de nous brosser un petit peu un tableau plutôt réluisant de cette fête, même si elle, effectivement, elle n'est pas du genre à célébrer la Saint-Valentin. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont du mal avec cette fête? Pourquoi, selon toi, beaucoup arrivent même à boycotter? C'est vrai que boycotter, notre ami a souligné que le terme était un peu fort, mais malheureusement, il y en a qui vont jusqu'à l'extrême. Donc en boycottant évidemment cette fête, est-ce que tu comprends un petit peu ces personnes-là? Bon, j'aimerais dire que pour aller dans le sens de comprendre ces personnes, parce qu'il faudrait bien qu'il y ait une personne de leur côté. Ouais. Voilà, je me dis, il n'y a pas un jour spécial pour l'amour. Voilà, l'amour se vit tous les jours. Et s'il faut juste attendre le 14 février pour exprimer l'amour envers ses proches, comme elle le disait, envers ses amis, son partenaire, je me dis ce sera hypocrite en fait, ce sera hypocrite. Et je suis pour les personnes qui boycottent le 14. Donc pour toi, la Saint-Valentin récompense l'hypocrisie d'un partenaire dans l'année? Oui, effectivement, le 14 février, c'est pour, bon, je ne vais peut-être pas affirmer parce que nous sommes en pleine télé, mais dire que le 14 février, vraiment, c'est pour propager, on va dire, l'hypocrisie quand même en amour. D'accord. Mais est-ce que réellement, mon cher Omer, est-ce que réellement les gens connaissent l'histoire de cette fête concrètement, ou bien en fait c'est simplement aujourd'hui devenu une fête commerciale, du coup tout le monde se lance un petit peu à l'intérieur? Ça c'est la première question. Et la deuxième, par ricochet avec la première, c'est est-ce que vraiment c'est lié à quelque chose de symbolique? Supposons que ta petite amie, elle a l'habitude de fêter la Saint-Valentin et toi non. Est-ce que toi, tu te retrouves parfois dans l'obligation de devoir un petit peu baisser la garde, sinon revoir un petit peu tes principes pour ne pas évidemment vexer ta partenaire? Effectivement. Merci de m'avoir donné la parole.
Mais je me dis que ce désaccord vient d'un manque d'information. D'accord. Et comme tu l'as si bien souligné tout à l'heure, l'amour avec le grand A, il faut le fêter. Ouais. Souvent, aujourd'hui, ils le privatisent en disant le petit A. Ouais, on parle de couple en général. Pour sa petite amie. Voilà, et on tape un peu sur les célibataires en disant, bon voilà, vous n'êtes pas concernés. Voilà. Pourtant, il y a... Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, quand il y avait la Saint-Valentin, souvent, je donnais des chocolats à mes amis. D'accord. Mes amis filles, tu vois, avec qui on était assez proches. Bon, c'était recherché quand même. Voilà. Il y avait autre chose derrière le chocolat. Non, pas du tout. C'était purement amical. D'accord. Donc, je me dis que là, je vais un peu te contredire quand tu dis que c'est un peu hypocrite de fêter l'amour. On vient au monde. Bon, lui, il ne l'a pas appuyé, hein. Il a laissé planer le doute. C'est un peu hypocrite. Tu vois, quand on vient au monde et qu'on attend que sa date d'anniversaire pour fêter sa venue sur Terre, c'est un peu hypocrite alors. Ouais. Parce que chaque jour, tu dois remercier d'être venu. Chaque jour, tu dois... C'est une grâce en vrai. Ouais. Donc, je me dis qu'il y a au moins ce jour où on se rappelle qu'il y a telle personne qui nous aiment. Ouais. Donc, au moins, on remercie ces personnes de nous aimer tous les jours. Parce que c'est pas facile aussi d'aimer. Hein. Alors, moi, je suis pas l'avocat d'Ézéchiel. Je pense qu'il est assez grand pour se défendre tout seul. Mais je pense qu'en fait, là où il voulait en venir, c'est beaucoup plus sur le fait de prendre une seule date dans l'année et de nous dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, vous célébrez l'amour et le reste de jours. Parce qu'évidemment, la question, c'est celle-là. On célèbre la Saint-Valentin le 14 et à partir du 15 à minuit, qu'est-ce qu'on devient? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus amoureux? Est-ce que ça veut dire qu'on ne célèbre plus l'amour? Pourquoi je contredisais? Parce que les gens qui fêtent la Saint-Valentin sont des gens qui aiment chaque jour. Ce sont des gens qui entretiennent ces relations avec des personnes. Je ne vais pas fêter la Saint-Valentin avec quelqu'un que je vais écrire genre le 14 février pour dire bon, genre je vais sortir là. Chancel, ça va, t'es très jolie. Est-ce qu'on peut fêter la Saint-Valentin? Voilà. D'accord. Tu vois, ça se passe pas comme ça. Ouais. Ça se passe avec une personne avec qui on a une certaine intimité, une certaine affinité. Tu comprends? Donc c'est ça, j'avais à dire. Mais du coup, Charlène, Chancel, enfin Charlène, je crois que je vais me perdre un petit peu entre vos prénoms. Alors, on a Chancel ici, Charlène là, c'est fait. Alors, Charlène, du coup, la Saint-Valentin, est-ce que c'est un événement déjà qui te parle, pour faire court? Bon, pas vraiment. D'accord, pourquoi? Parce que je n'ai jamais célébré. Et justement, ça c'est encore plus intéressant. Et pourquoi tu n'as jamais célébré la Saint-Valentin? Bah parce que je me dis que il n'y a pas un jour spécial pour célébrer l'amour en fait. L'amour se célèbre tous les jours. Donc je me dis, si tu es avec ton partenaire, il n'y a pas de jour spécial pour qu'il puisse avoir des cadeaux venant de ta part ou un ami. Ouais. Donc moi je me dis que la Saint-Valentin se célèbre tous les jours de l'année. Peu importe le jour, donc est-ce que toi tu comprends du coup ces personnes-là qui ne célèbrent pas du tout ce moment-là, qui n'a pas besoin justement de ce jour pour s'exprimer? Je comprends parce que moi je fais partie de ces personnes. D'accord. Et du coup, en général, ces personnes-là sont un petit peu étiquetées, sont mal perçues, sont mal vues. En général, quand tu dis à une personne que je ne célèbre pas la Saint-Valentin, tout de suite, il y a un peu des commentaires péjoratifs qui sortent un petit peu. Du coup, est-ce que toi, tu as déjà été victime de ça? Est-ce que tu as déjà reçu un petit peu ces commentaires-là? Parfois pas très réduisant. Et comment, du coup, tu as accepté et apprécié ces commentaires-là? Je ne me rappelle pas en avoir reçu, mais ce que je dirais, c'est que tout part de la compréhension, en fait. Tout part de la compréhension, de la perception que l'on a du sujet. Et il faut savoir s'affirmer, dire pourquoi moi je ne fête pas la Saint-Valentin ou dire pourquoi je la fête. Parce que comme la fête des mères, je pense que c'est pas parce que je ne fête pas la Saint-Valentin, mais je dirais que je pense que c'est un jour assez symbolique. Ouais. Parce que comme la fête des mères, ce n'est pas lors de la fête des mères que tu montres, c'est pas seulement ce jour que tu montres à ta mère que tu l'aimes, ou bien seulement à la fête des pères que tu montres à ton père que tu l'aimes. Mais au moins c'est un jour symbolique pour célébrer les mères, célébrer tout le fardeau que les mères portent sur elles, leurs responsabilités, et aussi célébrer les pères. Ouais. Donc je pense que c'est, pour moi, je le vois beaucoup plus comme un symbole. Mais est-ce que c'est le cas avec la Saint-Valentin? C'est-à-dire, tout à l'heure, on a parlé de l'histoire derrière la Saint-Valentin. Je pense que tu l'as souligné et Omer l'a encore souligné, le manque d'information. Il faut que les gens
ait évidemment cette information-là. Mais est-ce que réellement les gens connaissent l'histoire de Valentin? On rappelle que Valentin, déjà, c'était un prêtre à l'époque qui célébrait les mariages militaires, parce que les militaires, à une certaine époque, n'avaient pas le droit de se marier. Et lui, il célébrait les mariages en cachette. Il a par la suite été, entre guillemets, attrapé et malheureusement, il a été exécuté. Et depuis ce jour, on célèbre en fait, on va dire, l'acte posé par ce prêtre à l'époque, mais avec beaucoup plus de recul, on se rend compte qu'en fait, la Saint-Valentin, on ne célèbre pas vraiment l'amour, mais on célèbre le décès de quelqu'un, tout simplement. Et que, en fait, est-ce que cette personne-là avait un lien avec nous? Je veux dire, c'est surtout cette histoire aussi qu'il faut que les gens comprennent. Et en général, les gens qui se disent, OK, moi, je ne célèbre pas la Saint-Valentin, est-ce qu'ils ont vraiment cette histoire-là, Ézéchiel, ou bien c'est lié simplement à l'aspect financier? On se dit, aujourd'hui, c'est devenu une fête commerciale. Pendant la Saint-Valentin, il va falloir dépenser énormément pour offrir des cadeaux, aller dans des restaurants, des sorties et tout le reste. Est-ce que l'aspect financier joue beaucoup aussi dans le fait que beaucoup n'acceptent pas l'idée de devoir célébrer cette fête? Oui, effectivement, l'aspect financier joue un grand rôle parce que vous allez remarquer comme moi que lorsqu'on parle de Saint-Valentin sur la toile, quand je parle de toile, les réseaux sociaux, il y a cet aspect financier, cadeaux, voilà, et tout ce qui s'en suit. C'est beaucoup plus l'aspect commercial qui on nous pousse à consommer et à acheter. Certaines personnes se disent que moi je ne veux pas fêter, parce que, pas peut-être que je n'ai pas de moyens, mais je me dis, il y a d'autres priorités que la Saint-Valentin. Ouais. Comme je le disais tantôt, il y a le 15 février qui arrive, et après le 15 février, c'est la vie qui continue. Donc ça veut dire que si on s'arrête seulement à tout dépenser le 14 février, aller au restaurant avec madame ou avec des amis, comme le disait Chancel, mais dire que la Saint-Valentin, c'est fêter avec les amis, je ne serais pas trop d'accord parce que ça a aujourd'hui un sens plus restreint entre monsieur et madame. Voilà. Oui, et ça, je pense aussi, mon cher Omer, que c'est la société aussi qui a un petit peu poussé, qui a revu tout ça. Parce que comme on l'a dit, c'est la fête de l'amour, c'est pas la fête des amoureux. Et je pense qu'on a beaucoup plus réduit la Saint-Valentin à la fête des amoureux qu'à la fête de l'amour. Est-ce que ça va être facile de devoir changer tout ça aujourd'hui, mon cher Omer, selon toi? Non, moi je me dis que ça dépend des perceptions personnelles. D'accord. Tu vois, parce que quand tu dis fêter, c'est pas forcément acheter telle chose. Moi je me dis que déjà le simple geste d'infirmer de dire à ta la simple déclaration amie, quoi. La simple déclaration. De rappeler comment tu l'aimes. Ouais. Chaque jour, comment elle appuie ta vie, comment elle te grandit. Ouais, l'impact qu'elle a dans ta vie. L'impact qu'elle a dans ta vie. Ça, je me dis que c'est une autre manière de fêter. Exactement. Là, je te reviens avec l'aspect commercial de la fête parce que ils ont vraiment englobé ça d'une manière qu'il faudrait acheter tel, amener avec les roses, les chocolats, restaurants, les chocolats. Donc ça fait que on n'arrive pas à le fêter. Parce que là, comme tu l'as dit, c'est juste un geste symbolique. Chaque jour on le fête, mais à ce jour, c'est plus symbolique en fait. Tu te sens vraiment aimé quand on te dit, chérie, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ouais, mais toi, tu ne le fêtes pas la Saint-Valentin, mais tu me donnes vraiment l'impression que tu as l'habitude de... Tu es très à l'aise dans la déclaration. En fait, quand je dis que je ne le fête pas, c'est pas que je ne fête pas. Tu sais, quand on dit que tu ne fêtes pas, c'est comme si... Parce que moi, personnellement, ma petite amie, elle n'est pas là. D'accord. Moi, je suis en relation à distance, donc comment fêter? D'accord. Parce que quand je te reviens, c'est l'envoi au restaurant. Je vais l'envoyer au restaurant, comment? Non, mais elle peut aller au restaurant toute seule et... Voilà, donc... tu gères la facture à distance. Je vais le fêter à ma manière. Oui. Je vais l'appeler comment... Je lui remercie, lui rappeler que je l'aime. Ouais, au téléphone, ouais. Du coup, oui, vas-y. Faut pas le couper. Moi, je me dis, si on ne mentionne pas le côté financier, je vais revenir à ce qu'il dit. Tu envoies un message à madame, elle reçoit le message. Mais en tant que femme, il y a ce côté qui va demander un tête-à-tête. Il y a ce côté qui va demander d'accompagner cette parole. La présence physique. Ouais. Des paroles sans acte, ça ne joue pas. Ben là, ça dépend aussi. Hein. Ça dépend de quoi, Ça dépend. Si tu as l'habitude d'offrir à ta copine des cadeaux, pas forcément besoin d'attendre la Saint-Valentin, tu peux faire un message, ça passe. Ouais. Tu vois. Mais justement, Charles, est-ce que moi je suis d'accord avec toi, hein, ma chère, et je reste avec toi justement. Est-ce que justement la Saint-Valentin, ce n'est pas dans la tête? Est-ce que ce n'est pas à nous de créer simplement une date où on estime que c'est la nôtre, où on va fêter? Supposons que la Saint-Valentin, tu l'as souligné, ça peut être ton jour de naissance, ça peut être le jour de naissance, ça peut être le jour où vous êtes rencontrés, le jour de votre mariage, le jour de la naissance de votre premier... Ça se célèbre tous les jours, comme je t'ai dit. Si ta copine sait que tu as l'habitude de lui offrir des cadeaux et autres,
Elle va pas attendre la Saint-Valentin. Un message, ça suffit. Tu vois. Mais si tu es un homme, tu ne fais rien. C'est normal. Je voulais souligner quelque chose. Supposons que à cette fête, je donne une carte à toi, je te souligne l'amour que j'ai pour toi. Je l'écris, tu vois. Et que toi, mais il faut rappeler qu'on est dans le cadre de l'émission, au cas où la chérie regarde l'émission. Toi, je donne des chocolats. Oui. Sérieusement, vous deux, qui sera la plus heureuse? Toi, je donne une carte où je te disais vraiment comment je t'aimais, et toi, je te donne des chocolats sans mots. Sérieusement. Ouais, de vous deux, qui sera la plus heureuse? Est-ce que c'est toi qui reçois du chocolat ou toi qui reçois la carte? Bon, moi, sans te mentir, ça dépend des mots que tu vas écrire sur le papier. Voilà, ok, là... En fait, si c'est vraiment touchant, si ça vient vraiment du cœur, parce que je me dis que... Mais non, mais nos cadeaux, déjà, ça vient du cœur. Voilà, en fait, c'est mon ami, tu vois. Il peut m'offrir des chocolats tous les jours. Okay. Je suppose que j'étais ton petit ami. Bah, je ne comprends pas pourquoi tu m'offrirais des chocolats et tu vas les donner à l'autre une carte. Non, c'est pas, je dis pas l'autre. Ok, tu aurais préféré que je donne des chocolats ou une carte qui est remplie d'amour? Une carte? Voilà. Donc, je réponds à ta question. C'est pas le matériel. C'est l'acte en fait. Non, en fait, je pense que vous entendez sans vous comprendre. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'effectivement, il ne met pas, il n'exclut pas ce que tu dis. Ton argument pour lui, c'est valable. Mais ce qu'il dit en fait, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le monde dans lequel nous vivons, malheureusement, en fait, beaucoup ne se contentent plus. Voilà, beaucoup ne se contentent plus des mots. Ils veulent le cadeau. Ils veulent que quand tu vas dire, écoute, je t'aime, que le je t'aime soit suivi d'un téléphone ou suivi d'une invitation. C'est beaucoup plus ça en fait. La personne. Et oui, vas-y mon chéri. C'est pourquoi les gens boycottent, parce qu'il faudrait qu'on revienne au sujet. C'est pourquoi les gens boycottent, parce que d'autres n'ont pas ces moyens en fait. Exactement. Si je ne suis pas apte à fêter, bah, je boycotte en fait. Et si je ne suis pas apte à fêter, ça veut dire que je n'ai pas les moyens pour fêter. Si tu n'es pas apte à fêter, si tu boycottes, on a l'impression que c'est un prétexte en fait, que tu attendais uniquement ce moment-là. Non, mais pas peut-être boycotter, peut-être le sens de dire. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut faire justement, Charlène? Est-ce qu'il faut tout de suite, lorsqu'on se met en couple, dire à la personne, écoute, ce moment ne m'intéresse pas, donc le jour de la Saint-Valentin, ne sois pas vexé si je ne me manifeste pas dans ce sens-là? Est-ce qu'il faut être direct avec la personne? C'est ça, il faut être direct parce qu'on dit souvent la base d'une relation, c'est la communication. Ouais. Donc, si de base, tu parles avec ta partenaire, tu lui dis carrément ce que tu penses de la Saint-Valentin et tu montres à ta partenaire d'autres jours dans l'année que tu l'aimes. Elle reçoit des cadeaux venant de ta part, donc je ne vois pas pourquoi le jour de la Saint-Valentin. Bah c'est surtout ça, c'est-à-dire que si avant la Saint-Valentin, si déjà tout le mois de janvier elle a des cadeaux. Il y a son anniversaire qui est là, tu vas me dire qu'à son anniversaire tu ne fais rien. L'anniversaire de votre rencontre tu ne fais rien. Et le jour de la Saint-Valentin tu dis je ne célèbre pas la Saint-Valentin. Tu es radin. Bon. Bah, elle est très forte. Rassure-moi, c'est pas du vécu quand même. Non. Ah bon, d'accord. Pour rejoindre ce qu'elle dit quand même, sur ce point je vais quand même aller dans son sens. En disant que s'il faut dire que l'amour se vit tous les jours, il faudrait que la partenaire ou le partenaire se sente aimé chaque jour. Ouais. Et moi, je suis pour les personnes qui ne donnent pas de l'amour juste dans les paroles, mais qui accompagnent aussi par les actes. Exactement. En fait, joindre l'acte à la parole. Voilà, il faut que la partenaire aussi ou le partenaire se sente aimé tous les jours. Parce que la plupart du temps, on a la télé, c'est vrai, mais les femmes ont du mal à... Voilà, vous voyez où je vais en venir. Non, on ne voit pas. Mais... Donc, les femmes ont du mal à donner des cadeaux aux hommes. Donc, c'est pourquoi... Ah, d'accord. Non, mais c'est... Et même dans le sens... En fait, certaines, peut-être certaines. Les temps ont changé. Peut-être pas généralisé, peut-être certaines. Oui, voilà, on va dire. Les temps ont changé. Les temps ont changé, en fait. Cette mentalité de se dire que c'est l'homme qui doit faire. Moi, je me dis que c'était plus des... Avant qu'on pensait comme ça. De nos jours, les femmes font aussi. De la même façon que l'homme donne, je me dis que la femme donne aussi. Et ça se voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors, mais sauf qu'aujourd'hui, on avait le syndicat dirigé par notre ami Suspect 95, que vous connaissez évidemment. Et dans le syndicat, en fait, ce groupe virtuel, évidemment, des hommes qui sont un petit peu, évidemment, d'autres sont célibataires, d'autres ne sont pas. Mais en fait, je me souviens qu'il y a eu, je crois, l'année dernière, où il y en a qui disaient qu'en fait, on est un peu fatigué pour la Saint-Valentin de devoir recevoir les mêmes cadeaux. C'est-à-dire, en général, c'est un tricot ou bien c'est des... voilà, exactement, ou bien c'est un parfum, et qu'il fallait un petit peu que, mesdames, vous diversifiez un petit peu le cadeau. Est-ce que le choix du cadeau, c'est important, du coup, ma chère Chancel? C'est très important, je trouve, parce que
chaque cadeau est spécifique à chaque personne. D'accord. Parce qu'on ne peut pas offrir le même cadeau à plusieurs personnes et espérer le même résultat. Bah oui, sinon ça casse le côté magique de l'instant, quoi. Donc je pense qu'avant de faire un cadeau, il faut vraiment connaître la personne pour savoir ce que la personne aime. Parce que c'est pas parce qu'on a vu une publicité sur les réseaux concernant des cadeaux de la Saint-Valentin qu'on est obligé d'acheter ce produit-là pour le partenaire ou bien pour la partenaire. Oui, mais après, je suis d'accord, mais en général, aujourd'hui, les cadeaux sont conditionnés. C'est-à-dire, tu as des gens qui te disent « ne m'offre pas des fleurs », par exemple. En général, il y en a qui disent, les femmes en l'occurrence, voilà, sur notre continent, on a malheureusement ce retour-là, « ne m'offre pas des fleurs, je veux quelque chose d'autre ». Voilà, un bouquet d'argent ou autre chose en général. Donc, est-ce que là aussi, ça ne fausse pas un peu le côté justement amoureux de l'événement? C'est-à-dire à partir du moment où c'est le geste qui compte, mais quand le geste est conditionné, est-ce que ça ne fausse pas un peu tout ça? Oui, ça le fausse vraiment. Parce que, comme tu l'as dit, on est dans une sorte de moule. Ouais. Du coup, maintenant, tout le monde tend à penser de la même manière, et quand je vois que l'autre elle a eu ça et que moi je ne l'ai pas eu, je commence à accuser mon partenaire pour lui demander mais tu vois l'autre elle a eu, pourquoi toi tu m'as pas fait la même chose? Alors que le but de la fête ce n'est pas ça, c'est vraiment de mettre la personne qu'on aime à l'aise. Et parlons de l'importance du cadeau. Je me souviens que il y a une année lors de mon anniversaire, quelqu'un avec qui j'étais très proche, enfin, on a fait un truc bien, tout ça, une petite sortie, mais le fait que je n'ai pas eu de cadeau, j'ai quand même eu un petit pincement au cœur. J'ai vraiment eu un pincement au cœur, même si je sais que c'est un de mes proches et que cette personne m'aime, je ne vais jamais douter de l'amour de cette personne, mais j'ai quand même eu ce truc-là de ne pas recevoir de cadeau à mon anniversaire. Du coup, je pense que le cadeau quand même, c'est très important, et le choix, il faut être vraiment méticuleux dans le choix du cadeau. Omer, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup de personnes boycottent, entre guillemets, évidemment, cette fête-là, c'est un peu la pression qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'on a, évidemment, comme elle a souligné, dans le couple, si je n'offre pas le cadeau, je sais que ça va évidemment un peu effriter la personne, en l'occurrence ma partenaire ou mon partenaire, et en général, ça conduit beaucoup plus parfois à des ruptures. Et ce que beaucoup ne connaissent pas, c'est qu'en fait, c'est pendant cette période-là où il y a des éléments déclencheurs déjà qui vont être en fait des prémices d'une rupture prochaine. Donc, est-ce que pendant cette fête, on a beaucoup plus de pression, selon toi? En fait, ce que moi je trouve dans cette fête, c'est que nous sommes matrixés par les réseaux. Exactement. Nous sommes plutôt dans une mouvance populaire, tu vois. Parce que comme elle a si bien dit, tu vois, une fille, quand elle voit sa copine, son gars lui a donné, on va dire, il a les moyens, il a pu donner une voiture. Toi, tu viens, tu donnes des chocolats. Tu vois, elle va évidemment, tout de suite, la comparaison va voilà, se faire. Pourtant, elle va oublier le geste que toi, tu as fait. Oui, mais est-ce que toi, ça ne te met pas la pression? Non. Beaucoup plus dans le sens, bon, supposant que ta petite amie, elle était là avec toi aujourd'hui, et en fait, tu n'as pas les moyens de ta politique, tu es étudiant, tu as des entrées, mais en fait, tu vas offrir un cadeau, parce que tu l'as encore souligné sur ce plateau, c'est le geste qui compte lors de cet événement-là. Mais quel geste? C'est là, en fait, la vraie question, et d'où l'importance du choix du cadeau, quand on parlait tout à l'heure. Si tu offres des fleurs et qu'elle veut autre chose, tu sais pertinemment que ce cadeau peut ne pas plaire à la partenaire. Est-ce que tu as beaucoup plus de pression en te disant, surtout si elle conditionne, si elle te dit, écoute, je veux... elle choisit le cadeau et que tu n'as pas les moyens, donc ça te met un peu la pression parce que tu sais que derrière, si elle n'a pas son cadeau, bah, ça va être un peu compliqué. Je pense que faudrait qu'on fasse bien le choix de nos partenaires. D'accord. Il faudrait savoir... non, mais quand même, il faudrait savoir avec qui on sort. Tu vois, tu ne peux pas être là, tu ne sais pas, elle n'aime pas tel, elle n'aime pas ci, elle n'aime si, ça, tu ne connais pas, tu es ambigu, tu ne connais pas. Il faudrait savoir, voilà, il faudrait qu'on sache avec qui on sort. Oui, mais malheureusement, on est dans la configuration où à la Saint-Valentin, les cadeaux se choisissent. En fait, parce que moi... La logique, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est pas ça dans la logique, je t'offre quelque chose, tu n'es pas censé savoir même que je vais t'offrir quelque chose. Mais c'est pourquoi... C'est une surprise en fait, l'effet de surprise, donc tu comprends pourquoi d'autres ne célèbrent pas, pourquoi d'autres boycottent. Ok, maintenant c'est ça, voilà le problème. On sort avec des mauvaises personnes. Genre des personnes... Non, excusez-moi. Des personnes qui ne sont pas compatibles. C'est-à-dire qui ne partagent pas nos... Toi, tu boycottes. Tu sais que tu n'as pas les moyens de payer telle ou telle chose, ok? Non. Tu t'engages avec une fille, tu sais qu'elle aime bien la vie, elle aime bien acheter des trucs, machin. Vous vous fatiguez. Là, la Saint-Valentin, c'est pour dire non, le gars il est radin, le gars la go. Mais en général, c'est des retours qu'on a. Donc c'est pourquoi je parlais de beaucoup plus c'est pour ça que je dis, de pression. Qu'on sache avec qui on sort. Ouais.
Et quand tu sais, tu acceptes de sortir avec elle. Et quand tu essaies de sortir avec elle, donc tu sais ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Tu prends tout sur toi. Voilà, donc tu t'engages à payer une voiture demain, une maison demain, parce que tu sais que c'est ça elle aime. Donc tu t'engages à payer ça pour elle. Mais Ezekiel, tu n'es pas prêt à le faire. Je veux dire, en ce moment, la voiture, c'est pas... Bon. Non, toi, le cadeau, tu arrives à majorer quand même. C'est comme il dit, le cadeau, c'est en fonction de nos revenus, en fonction de comment je vis. Donc, elle sait ma situation. Moi, je connais sa situation, on connaît nos situations. Ça veut dire que si, à l'instant présent, on n'a pas la possibilité de s'offrir des voitures, bah, on s'offre des parfums, on s'offre des fleurs, et puis voilà. En fait, le truc, c'est dire aux gens de ne pas baser leur relation sur ce que vous voyez sur la toile. Exactement. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la vie, c'est un semblant de vie qu'on vous fait montrer, mais or qu'au fond, après... c'est rien en fait. D'accord. Une fleur vaut mieux qu'une voiture qui... Parce que je peux t'offrir la voiture et ne pas t'aimer. Or qu'on revient à dire que la Saint-Valentin, c'est l'expression de l'amour. Donc ça ne sert à rien que je t'exprime mon amour si au fond, je ne t'aime pas. Ouais. C'est juste peut-être... On rappelle quand même sur ce plateau qu'on ne fait pas l'apologie de... Voilà, on est vraiment dans quelque chose où chacun est libre de fêter. Exactement, de son point de vue, mais non, mais surtout de célébrer la Saint-Valentin. Mais après, non, évidemment. Mais après, il y a malheureusement une bonne partie qui ne célèbre pas. Chancel, du coup, la Saint-Valentin, est-ce que tu as déjà vu papa, maman exprimer leur amour comme ça? Non, parce que je pense que ça vient beaucoup plus de la culture et des valeurs. C'est pas dans nos... C'est pas dans nos mœurs de célébrer cette fête. Je vois beaucoup plus les gens à l'extérieur le faire, mais pas dans ma famille ou bien dans mon entourage direct. C'est vrai qu'en fait, on n'a jamais vu nos parents et tant mieux, les amis. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Pas loin de la première thématique, nous allons à présent parler un petit peu de la trahison dans le couple. Comment se relever d'une trahison dans le couple? Mon cher Ezekiel, je me tourne vers toi. Alors je rappelle que tu n'es pas un spécialiste, évidemment. Tu n'es pas thérapeute de couple, mais je pense que c'est une expérience qu'on a soit déjà vécue ou bien on a eu accompagné un ami, bien une amie qui est passée par là. Je veux dire, la trahison, pourquoi c'est si dur dans le couple de devoir surmonter une trahison? Bon, c'est difficile, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de trahison, ça veut dire qu'il y avait une attente qui était énorme. Et lorsque l'attente est énorme, on s'attend à un sacrifice de part et d'autre. Parce qu'en amour, lorsqu'on parle de l'amour, c'est le sacrifice mutuel. Et ce qui est difficile pour se relever de la déception amoureuse ou encore de la trahison, c'est le fait de voir la personne heureuse après que tu sois triste. D'accord. Voilà, c'est là la partie la plus difficile parce que tu te dis que le mal sera partagé, mais tu es affligé et la personne est heureuse. Ouais, et en fait, il y a surtout le sentiment que tu as l'impression que ce n'était pas partagé. Voilà, et la personne, je peux peut-être le dire, c'est jouer de toi. C'est jouer de ton amour. De tes sentiments. De tes sentiments, voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et du coup, mon cher Omer, c'est vrai que quand on parle de déception amoureuse, il y a beaucoup, il y a la tromperie, il y a beaucoup autre choses aussi qui viennent malheureusement se greffer à cette situation difficile. Est-ce que quand on est dans cette situation-là, alors aujourd'hui nos amis ivoiriens parlent de goumin, qui est déjà d'ailleurs entré dans le dictionnaire aujourd'hui, quand on parle de goumin, on parle de déception amoureuse. Je veux dire, mais comment réellement on arrive à surmonter ça? Comment on arrive à se relever d'une déception amoureuse? Donc moi je me dis que pour surmonter une déception amoureuse déjà, il faut travailler sur soi. D'accord. Il faut travailler sur soi. Parce que la déception, elle arrive, c'est quand ton bonheur dépend de ta conjointe, ton conjoint. Mais c'est quand même difficile de le mettre dépendant de... C'est quand même difficile, je veux dire, quand on est en couple, on partage tellement de choses que même si on ne veut pas créer cette dépendance-là, ça s'installe. Donc c'est quand même difficile de ne pas être très connecté à la personne. Oui, c'est difficile, mais la thématique, c'est quoi? C'est comment surmonter ça. Exactement. Maintenant que je suis en bas, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort et pleurer. Ouais. Donc il faut que je me lève, que je commence à travailler sur moi, sur ma confiance en soi, travailler sur moi. Et quand je redeviendrai grand, je serai heureux, je pourrai encore trouver peut-être une personne. Mais quand tu parles, désolé de t'interrompre, mais quand tu parles de travailler sur soi, ça prend combien de temps? En fait, combien de temps après la rupture? Est-ce que c'est tout de suite ou bien il faut digérer un petit peu? Il faut d'abord digérer la chose. D'accord. Il ne faut pas être dans le déni surtout.
Il faut être dans la chose. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans le déni. Tu es dans une déception, tu es dans une déception. Tu vis ton gourmand, c'est comme le deuil, tu fais ton deuil. Maintenant après, non, logiquement. Après, il faut travailler sur soi. Ouais, se relever en fait. Voilà, parce que si tu es dans une déception et que tu es tout froissé, une autre fille ne pourra pas vouloir de toi quand même. Ouais. Tu ne pourras pas vendre de l'amour à quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est se soigner d'abord de l'intérieur avant évidemment se poser énormément de questions. Est-ce que j'ai encore du temps à donner, de l'amour à donner surtout penser des blessures avant évidemment de se lever. Alors on dit souvent, ma chère Chancel, une faute avouée est à moitié pardonnée. Est-ce que du coup, ça s'applique dans le couple? Le pardon, l'impact du pardon dans le couple, justement, je pense que ça reste aussi un élément assez important pour se relever, surmonter une trahison amoureuse. Mais est-ce que c'est facile le pardon, l'impact du pardon dans le couple? Alors moi, ce que je peux dire, c'est que le pardon, ce n'est pas instantané. Parce que sur le coup, quand on a une trahison, bien, quand on fait face à une déception, c'est très difficile à accepter. Donc je pense que pour aboutir au pardon n'est pas impossible, mais il y a toute une étape à traverser pour aboutir à ce pardon-là. Il faut d'abord accepter l'état dans lequel on est et aussi que ce soit la personne qui est en tort qui fasse le pas. Parce que je ne peux pas avoir une déception ou bien je ne peux pas souffrir de trahison et dire à la personne oui c'est bon je t'ai pardonné parce que... Oui, mais est-ce qu'il faut se limiter uniquement au pardon ou bien derrière il faut enchaîner, entamer d'autres processus, par exemple une consultation de couple? Parce que évidemment si tu pardonnes, derrière tu peux devenir un petit peu parano dans le sens où il y a déjà une première trahison, tu as peur que la personne refasse la même chose. Donc, est-ce qu'il ne faut pas accompagner ce pardon-là d'autres processus pour que le pardon soit complet, j'ai envie de dire? Donc, pour que le pardon soit effectif, je dirais que cela dépend des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont très aptes à se relever facilement, mais ce n'est pas tout le monde qui possède cette aptitude. Donc, il faut vraiment savoir ce qui est bon pour nous, pour qu'on puisse aller de l'avant. Et aussi, je dirais que le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. On peut pardonner sans qu'il y ait réconciliation, mais le fait qu'on ait pardonné veut dire qu'on a laissé passer. C'est comme on dit, pardonner, c'est enlever le côté toxique du problème. Exactement. Se débarrasser du côté toxique et ne pas garder cela dans son cœur, parce que la personne qui garde la chose dans son cœur, c'est la personne qui souffre le plus. Parce que l'autre personne qu'on a dans le cœur, cette autre personne est en train de faire sa vie ou bien de vivre sa vie comme elle l'entend. C'est ce qu'Ézéchiel disait, ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai, mais pardonner n'est pas synonyme de réconciliation. Pardonner, c'est vraiment se libérer. Et c'est tout un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en un claquement de doigts. Comme on dit, pardonner, c'est sur laquelle travailler. Exact, c'est formater son cœur afin d'y introduire des données positives. Donc repartir, se relancer effectivement. Charlène, est-ce que du coup, trahison, c'est quitter aussi? C'est-à-dire à partir du moment où tu as été trahi, est-ce que tout de suite il faut quitter ou bien il faut communiquer, chercher à comprendre pourquoi il y a eu cette trahison-là, les manquements en fait, ou bien tout de suite il faut partir? Parce qu'il y en a qui sont un peu, on va dire, très directs. Il y a eu tromperie, je m'en vais. Il y a eu déception, je m'en vais. Est-ce que c'est toujours la solution, partir? Les extrêmes. Je me dis que c'est pas le cas dans toute relation. Ça dépend de la façon dont la trahison s'est déroulée. D'accord. Donc, avant de prendre une décision, il faut au moins connaître les causes de cette trahison. Exactement. Connaître pourquoi la personne a fait ça. Peut-être il y avait des manquements dans la relation que l'autre partenaire n'a pas pu combler. Donc, peut-être c'est de là que vient la trahison ou le manque d'amour. Donc, que vous essayez de parler, de voir. Oui, mais est-ce que parler après la trahison, c'est pas un peu trop facile? Est-ce qu'en amont, c'est pas la solution? C'est-à-dire, si tu sens qu'il y a des manquements, dire au partenaire, je sens que là, il y a tel problème. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer. Voilà pourquoi on dit souvent la communication, c'est la base de tout. Et je suis d'accord avec toi. Je me dis que si vous n'arrivez pas à communiquer dans un couple, il y aura forcément des manquements. Et ce qui va entraîner des choses comme la trahison. D'accord. Donc, moi, si mon partenaire me trompe, je vais essayer de connaître les raisons pour lesquelles il a fait ça. Oui, mais est-ce que derrière, après, tu pardonnes ou bien à partir du moment que tu as ces... Ou bien les raisons... Il y a trahison et trahison. D'accord. Il y a trahison et trahison. Il y a des trahisons que tu peux pardonner au bout de 2 jours, 3 jours. Il y a des trahisons que tu ne pourras pas pardonner toute ta vie. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il faut essayer de parler pour voir ce qui a engendré la trahison. D'accord. Et voir si ça peut
Si on peut essayer de passer à autre chose, on passe à autre chose. Si la trahison n'est pas grande, bien sûr. Mais si on parle de trahison comme... Est-ce que c'est pas difficile de vivre avec? C'est-à-dire, en général, ce qui fait le plus mal dans la trahison, c'est pas tant ce qu'on voit, c'est ce qu'on imagine derrière. C'est pareil pour la jalousie, hein. C'est pas le fait de te voir discuter avec un homme qui va énerver ton partenaire, c'est le fait de s'imaginer ce que vous êtes en train de vous dire. Peut-être qu'il s'imagine qu'il est en train de prendre, il prend ton numéro de téléphone, il va t'inviter. Et c'est cette imagination-là, en fait, qui torture. C'est pourquoi, en fait, en général, il y en a qui se retrouvent à pleurer parce qu'on s'imagine beaucoup de choses. Ézéchiel disait ça fait mal. Oui, mais c'est parce qu'on s'imagine un petit peu. En fait, c'est ça. Quand je dis de communiquer, vous essayez de voir ce que ton partenaire a pu faire que tu considères comme étant une trahison. Tu poses tes limites et au bout d'un moment, tu observes si... Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. D'accord. Vous mettez un terme à la relation. Mais donc c'est un pardon conditionné quelque part. Conditionné en fonction de... Quand il y a une réconciliation, il y a forcément des conditions qui vont se poser pour te dire que ça ne doit plus arriver. Pour qu'on puisse être en bon terme. Tu vas essayer d'arrêter ça. Et genre, si tu n'arrêtes pas, on se sépare. Mais Ézéchiel, selon toi, pourquoi le pardon est plus difficile chez la gente masculine que chez la gente féminine? On a l'impression que les femmes sont beaucoup plus à l'aise en train à pardonner, peut-être pas à passer à autre chose, mais comme elle a dit, pardonner pour se libérer. Mais chez les hommes, on a l'impression que c'est encore un petit peu difficile pour le faire. On aime bien demander pardon, mais on a du mal à pardonner. Comment expliquer un petit peu ce paradoxe? Bon, l'expliquer, peut-être je ne vais pas parvenir, mais... Dire que l'homme et la femme, c'est deux êtres très différents. La femme a cette capacité de supporter, mais l'homme n'a pas cette capacité de supporter. Parce que pour parler d'imagination, comme tu le disais, l'homme est plus imaginaire que la femme. Ça veut dire qu'on a tellement de pensées négatives, parce que nous-mêmes déjà, on sait ce qu'on fait. On n'est pas aussi, on n'est pas clean aussi sur quand tu sais ce que tu fais. Donc, quand tu verras madame faire la chose, automatiquement, parfois, c'est pas tant que la partenaire fait la chose, mais juste parce que tu as déjà des antécédents, tu vas te dire que, bon, si elle a... C'est comme Omer disait, il faut d'abord arriver à se soigner, ne pas être dans le déni. Voilà, c'est ça, en fait. Et le problème de l'homme, c'est ça. Parfois, nous, les hommes, on a du mal à pardonner parce qu'on n'est pas peut-être sorti de nos antécédents. L'ancienne relation. Et puis, c'est encore là, il y a des douleurs. Ce que moi, j'aimerais aussi dire à mes frères qui nous suivent, c'est que si vous n'avez pas encore été guéri d'un goumet, puisque c'est le terme utilisé maintenant de nos jours, c'est mieux de rester d'abord seul. Parce que sinon, on va faire vivre la nouvelle partenaire les antécédents de l'autre. Ça veut dire que si l'autre ne faisait pas ça, à chaque fois, c'est dire que bon, celle avec qui j'étais n'était pas comme ça, mais je c'est comme on dit, c'est un transfert émotionnel. Voilà, c'est pourquoi on a du mal parfois à pardonner, parce qu'on s'est dit, bon, ma partenaire avant, elle sortait la nuit, donc si l'autre aussi sort la nuit, c'est que... c'est que le même processus va se répéter en fait. Voilà, Non, mais c'est comme il dit, en fait, tout de suite, il y a un transfert d'émotions, qui est positive ou négative, mais en fait, il y a vraiment ce transfert d'émotions-là. Chancel, je me tourne vers toi avant de donner la parole à notre ami Omer, évidemment. On parle de ce processus-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la thérapie de couple peut apparaître comme l'une des solutions pour réussir à surmonter un petit peu cette phase difficile dans une relation, dans un couple, dans une relation amoureuse? Est-ce que le fait aussi d'en parler, d'extérioriser tout ce qu'on a emmagasiné, ça aussi, ça peut aider? Quand je parle de parler, évidemment, c'est dans le sens de se dire, ok, j'ai Charlène qui est là, c'est ma copine, elle va peut-être m'aider à mieux vivre cette rupture-là, ou bien il faut simplement aller voir des spécialistes, des gens qui sont, on va dire, habilités à mettre des mots sur tes mots, c'est-à-dire les mots sur les mots MOX, évidemment. Donc, je dirais que tout dépend de la personne. Il faut d'abord connaître sa personnalité parce que, comme je le disais tantôt, il y a des personnes qui sont beaucoup plus résilientes que d'autres. C'est vrai. Donc, la solution à ce problème, c'est vrai que la thérapie de couple peut être nécessaire, mais on ne peut pas garantir son efficacité à 100%. Et on doit aussi savoir que quand on a essayé telle solution qui n'a pas marché, telle autre, à la fin, il faut se rendre à l'évidence pour accepter la réalité. Et c'est aussi important d'avoir des gens à qui se confier, mais se confier à de bonnes personnes. À de bonnes personnes, parce qu'il y a des gens qui se contentent juste d'extérioriser leurs pensées et ça les soulage et elles guérissent. Mais il y a des gens qui ont besoin d'entendre des conseils, tout ça. Et quand on souffre d'une déception, d'une trahison... Dans la maladie de l'amour, comme on dit. Il faut savoir à qui s'adresser
Et les personnes auxquelles on s'adresse, il faut savoir quoi dire aussi. Parce que ce n'est pas avec les mêmes mots qu'on peut guérir plein de personnes. Ça s'adapte à chaque personnalité, à chaque individu. Donc, c'est vraiment l'adaptation et vraiment être ouvert à ce que l'autre personne puisse nous partager son ressenti. Et aussi, je vais dire, apprendre à écouter, parce que écouter vraiment, c'est une très bonne qualité que plein de gens n'ont pas de nos jours. Je suis d'accord. L'écoute, justement, mon cher Omer, c'est un point très important dans une relation amoureuse, mais il y a un autre point, parce qu'effectivement, quand on parle de trahison, on est dans le couple, certes, on voit beaucoup plus de personnes qui s'aiment, évidemment, et que derrière, il y a eu, on va dire, cette absence de confiance, comme l'a souligné Ézéchiel dans son argumentaire. Mais il y a aussi un autre point, considéré comme une trahison, c'est le fait de salir l'image. Moi, en préparant cette émission-là, c'est un point personnellement sur lequel je suis parfois tombé. C'est-à-dire que tu tombes sur des personnes à qui tu fais confiance, et puis derrière, cette même personne-là va se lever, aller chez Charlène pour dire, tu vas au maire, c'est pas un bon mari, voilà ce qu'il fait, il fait. Et donc, il n'y a pas cette complicité, justement, latente soulignée par Ézéchiel, de se dire, ok, quand on est en couple, on doit se protéger aussi. Je dois protéger mon partenaire, je dois protéger ma partenaire, mais à partir du moment où ma partenaire m'expose, on est dans la trahison. Toi, en général, comment tu arrives à surmonter ça quand tu entends que ta partenaire a dit des choses pas très jolies sur toi? C'est bon, sur cette base, comme je le dis souvent, il faut savoir avec qui on sort. D'accord. Tu vois, parce que moi, je suis plutôt... Comme Charlène le dit souvent. Mais en fait c'est souvent difficile de savoir avec qui on sort. En fait, parce que je me dis que tu as eu tout le temps de la draguer, donc tu vois un peu. Mais Charlène le dit souvent que je suis plutôt rancunier, tu vois. Parce que moi, quand tu me fais... Parce que tu vois, tu as demandé tout à l'heure à Ézéchiel pourquoi les hommes pardonnent difficilement. Parce que nous, quand tu peux pardonner, mais l'image reste. Tu vois. Donc, je vais te voir. Puis je vais me dire, bon, il y a la fille là qui allait dire telle chose sur moi, elle ne m'a pas protégé, elle n'a pas su me protéger. Tu vois. Donc ça fait que quand on est dans cette sorte, souvent il faut se protéger soi-même. D'accord. Il faut se protéger soi-même parce que tu ne peux pas laisser ta protection à une autre personne. Si elle n'a pas pu te protéger, protège-toi. Oui, là je suis d'accord sur le principe, mais après quand on est en couple, on est censé se protéger mutuellement aussi. Ézéchiel? J'aimerais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Moi je me dis, même les gens mariés ne se connaissent pas. Je suis d'accord. Voilà. Même les gens mariés ne se connaissent pas. Donc, c'est pour dire que tout part de la communication que vous avez dans le couple. Comme tu disais, il ne faut pas exposer son partenaire, il ne faut pas exposer celle avec qui on sort. Mais s'il n'y a pas déjà eu une communication en interne, parce que moi, par exemple, dans ma relation, je me suis dit, quel que soit le problème qu'on a, on n'appelle pas les gens d'ailleurs. Oui. Voilà, on les règle d'abord nous-mêmes. Maintenant, si ça nous dépasse, on a des personnes qui sont à même de pouvoir nous conseiller. Mais si à chaque fois qu'il y a un problème, et comme tu disais, Régis, elle va voir sa copine, parce qu'il y a un moment où vous n'aurez plus les problèmes, vous serez ensemble, mais la copine va garder... Oui, elle n'a pas la mise à jour. Voilà, elle n'a pas la mise à jour. Ouais. Et donc, le moment où vous allez vivre maintenant votre amour, on va te rappeler que Ézéchiel, voilà, il était comme ça, il était comme ça. Et au final, même, c'est l'extérieur qui gère ta relation. Ouais. Tu vois un peu. Donc, souvent, même quand il y a des genres de problèmes, et encore on parle de pardon et tout, il faut savoir demander pardon. Un pardon qui n'a pas été bien exprimé, tu ne peux pas le garder. Parce que mais comment on le demande? Parce que ça, c'est intéressant. Moi, je suis curieux de savoir comment on demande pardon. Non, tu sais, il y a des pardons. Ça peut me servir, mon cher Omer. Ézéchiel, je peux te faire du tort. Je te dis, Ézéchiel, moi, je suis désolé. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu ne prends pas. Tu sens dans la tonalité que ça ouais, la personne n'est pas sincère. Il n'y a pas de sincérité dedans. Mais quand je viens, je te dis, Ézéchiel, vraiment, ce que j'ai fait, je suis désolé. Évidemment, je ne savais pas qu'est-ce qui me prenait, machin et tout. Tu vois, il y a un champ. J'ai demandé pardon les deux fois. Ouais. Mais c'est pas la même l'intonation et l'envie n'est pas... Voilà. Le contredire. Donc, il faut savoir demander. Je vais le contredire. Le contredire, pourquoi? Parce que le pardon, c'est pas le bain linguistique. Voilà, c'est quoi? C'est l'acte? Le pardon, c'est ce qui vient après les paroles. D'accord. Je peux te demander pardon, mais ne pas changer. Or que le pardon émane du changement que tu as après les paroles. Si tu viens me demander pardon et après tu refais les mêmes bêtises, tu ne m'as pas demandé pardon. Tu es juste venu... décaler le problème, c'est-à-dire atténuer un petit peu... Ce qui rend le pardon meilleur, c'est le changement qu'il y a après. Lorsqu'on parle de relation amoureuse, parce qu'on est sur le thème de relation amoureuse, ce qui fait la beauté d'un pardon dans une relation, c'est le changement qu'il y a après. Voilà, l'effet qu'il y a après. Parce que si j'étais... Je vais prendre quel exemple? Si j'ai eu à te faire un tort dans la relation et que tu me reproches peut-être de trop sortir,
mais qu'après te demander pardon, je ressors encore tout le temps, bah, tu seras toujours émotionnellement touché. Ouais. Voilà. Du coup, derrière, tu auras la sensation d'être un peu trahi parce que voilà, toi, tu as fait... On va revenir à la trahison. On revient à la trahison, exactement. Tu refais les mêmes gestes en fait. C'est que tu ne t'excuses pas. Non, parce que tu as fait confiance à la personne. La personne s'est excusée, mais la personne refait les mêmes choses, les mêmes gestes. Est-ce que toi, tu pardonnes facilement, ma chère? Facilement? Oui. Tu as le pardon facile? D'accord. Mais du coup, derrière, si on reste sur l'exemple d'Ézéchiel, comment tu réagis? Tu pardonnes aujourd'hui, tu pardonnes demain, tu pardonnes encore, tu pardonnes une seule fois? Si c'est mon partenaire, je ne peux pas. D'accord. Bon, envers mes amis et autres, j'ai le pardon facile. Envers les membres de ma famille, j'ai le pardon facile. Mais si on partage... Mais il y a forcément une limite, Charlène. En fait, si toi et moi on partage notre vie ensemble, c'est-à-dire tu es mon conjoint, je te reproche de certaines choses. C'est-à-dire que toi et moi, on est appelés à vivre ensemble. Et il y a des choses que je ne supporte pas. Tu es censé arrêter ces choses-là pour mon bien. Mais si à chaque fois tu répètes, et que moi je ne me sens pas à l'aise, je ne serai pas bien dans la relation. Donc il y a forcément une limite. Il y a le pardon facile, mais dans ce pardon facile, il y a une limite à ne pas franchir. Oui, Omer. Je voulais souligner que le pardon, c'est un processus. Exactement. En disant, tu ne m'as pas laissé terminer, parce que quand tu demandes bien pardon, moi, en disant, j'ai commencé à dire que j'étais un peu rancunier, donc du coup, je garde les choses, tu vois. Quand tu viens, tu me demandes déjà pardon bien, tu me demandes, je sens la sincérité dans ce que tu dis, je ne te pardonne pas. Mais les actions qui vont suivre après vont faire en sorte que je peux pardonner. Tu vois? Donc, ça, je dis, donc quand tu ne demandes pas bien pardon, on va pas continuer. Donc, tu as demandé pardon et tu dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais toi, c'est dans ton coin, c'est dans mon coin. Non, mais c'est ce qu'il a dit, en fait, c'est que si le pardon, en fait, c'est beaucoup plus ce qui se passe après. Voilà. Après le pardon, les efforts. Mais il ne faut pas aussi oublier la manière dont on demande pardon. Non, évidemment, la manière de demander le pardon, évidemment, ça c'est... Pour les amoureux, en général, c'est... Voilà, on a limite comme une demande de mariage, où il y a le bouquet de fleurs, il y a un petit confort, il y en a même qui voyagent un petit peu pour changer d'air et aller demander pardon. Bon, on n'a pas le moyen de notre politique, hein, donc nous on va se contenter de simplement demander pardon et tout le reste. C'est vrai que, ma chère Chancel, on parle de trahison, on parle surtout aussi de comment surmonter ça, parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'extrême, malheureusement. Il y en a qui ne peuvent pas supporter le fait de voir sa partenaire être heureuse sans nous, et c'est ce que Ézéchiel disait en entame de ses propos, pardon, que c'est difficile de voir un petit peu la personne avec qui tu as vécu pendant des années être heureuse, et toi tu as l'impression que bon, vous ne partagez pas la même douleur. Le pardon, surmonter tout ça, quel peut être l'impact justement de l'entourage, en l'occurrence des parents? Est-ce que les gens peuvent t'aider à surmonter ça, ou bien tu te dis bon, comme Ézéchiel a souligné, on n'a pas forcément besoin que ça s'ébruite? C'est toujours difficile, hein, parce qu'on n'accepte jamais totalement une déception, bien une trahison, parce que c'est une chose à laquelle on ne s'attend pas, du coup c'est toujours brusque, et ce qui est brusque, tu n'es pas préparé à ça, du coup à l'instant T, tu ne sais pas quelle attitude adopter ou bien comment réagir face à cette situation. C'est vrai que l'entourage a un très fort impact sur la manière dont on se sent. Il faut être bien entouré. Bien entouré, il faut que tu sentes que même si celui que j'aime n'est pas avec moi, au moins il y a ma famille, il y a mes amis qui m'aiment. Et à cause de ces personnes-là qui m'aiment, il ne faut pas que moi je sois à terre, mais il faut que j'arrive à surmonter cette situation. Est-ce que c'est surtout se dire aussi, parce que c'est très pertinent ce que tu viens de dire, et pour aller dans le même sens que Omer quand il disait qu'il fallait qu'on fasse un travail sur nous, c'est de se dire aussi qu'en fait, parce qu'en général, quand on est dans une rupture amoureuse, quand on a été victime d'une trahison, on a tellement des pensées sombres qui nous passent, on a des idées, on a l'impression que c'est nous, c'est à cause de nous, on se reproche beaucoup de choses, et il y en a qui versent dans la dépression, il y en a qui vont à l'extrême, malheureusement. Mais en fait, moi, comme j'ai tendance à dire à certaines personnes qui veuillent bien que je prodigue des petits conseils, c'est de se dire, en fait, il ne faut jamais revoir ces principes à la baisse sous prétexte qu'on ne va pas trouver mieux. Parce qu'en général, c'est ce qu'on a tendance à le dire, sans toi, je ne peux pas vivre et tout le reste. Et ma mère me disait souvent, mais écoute, tu sais quoi, moi, avant elle, tu vivais. Et après elle, tu vas vivre. Donc, c'est parfois difficile, mais je pense qu'il y a d'abord ce gros travail à faire, parce que quand on est dépressif, en fait, c'est de se parler à soi-même, mais de façon négative. Mais si on inverse le processus, se parler à soi-même, mais de façon positive, je pense qu'à partir de là, on a gagné peut-être un bond dans le fait de la guérison, évidemment, de surmonter ce genre de choses. Est-ce que toi, Charnel, tu arrives
vraiment conseiller? Est-ce que tu es bon conseiller dans les situations difficiles? Ou bien tu es du genre à il faut se lever et repartir? Bah, ça dépend du contexte. Mais je ne suis pas très expérimentée sur ce sujet. Donc, si tu viens me parler, j'essaye de t'écouter. Je te donne mon point de vue, mais je te dis reste ouvert à ton cœur. Ouais. Parce qu'il faut toujours écouter son cœur. Mais parfois, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Parfois, je veux dire, le bon conseiller, c'est pas celui qui conseille en général, c'est celui qui écoute. Oui, donc, juste écouter la personne et dire écoute ton cœur. Parce que toi, tu vas conseiller à une personne de quitter son conjoint. Demain ou après-demain, ils vont se remettre ensemble. Bah, c'est toi qu'on va mal voir en fait. Bah ouais, oui, il y en a qui le font en général. Que souvent, il faut s'abstenir de donner son point de vue. Tu conseilles juste à la personne d'écouter son cœur. Si la personne n'est pas en danger, bah... Investir sur soi, Ezekiel, c'est aussi la solution, comme Omer l'a souligné. Vivre sa vie, mettre les avis de côté, se dire qu'en fait, le processus, c'est simplement de tomber amoureux de nous-mêmes, c'est-à-dire se faire plaisir. Si j'avais envie d'aller dans un salon de coiffure, bah, je le fais. Si j'ai envie de m'offrir ce que j'ai envie de m'offrir, je le fais. En fait, se faire plaisir pour oublier. Est-ce que ça aussi, ça peut être un élément plutôt important, un facteur clé dans le fait de surmonter cette rupture amoureuse? Ça peut être un élément important parce que ça te fera oublier cette épreuve difficile, parce que lorsqu'on parle de déception, c'est quelque chose parfois qui... C'est comme un boom en fait, c'est comme un impact. Et donc, investir sur soi fera en sorte que tu puisses oublier certaines choses, même si ça prendra du temps, parce qu'il y a d'autres qui vraiment pour guérir, ça prend assez de temps. Donc, je propose aux gens d'investir sur soi, de voir le côté qui n'a pas marché. Parce que le plus souvent, on ne le dit pas aux gens. Lorsqu'une relation se termine, il y a une leçon. Il y a une leçon à prendre, mais le plus souvent, on voit juste le mauvais côté, mais on n'apprend pas. Et puis après, lorsqu'on retombe dans une autre relation, on refait les mêmes erreurs. Après, on s'est dit, bon, l'amour n'est pas fait pour moi. L'amour est fait pour tout le monde. Oui, non, l'amour est fait pour tout le monde. Mais c'est vrai, il y en a qui disent, l'amour, c'est comme une paire de chaussures, j'ai essayé, il n'y a pas pointure. L'amour est fait pour tout le monde, juste que chacun de nous, on doit voir ce qui marche avec nous. Voilà, c'est comme des formations à l'université. Moi, la médecine ne marche pas avec moi, je fais ce qui marche avec moi. Donc, ça veut dire, dans la relation amoureuse, ce qui n'a pas marché, pendant que l'on se reconstruit, on doit éviter ce qui nous a détruit. Donc, pendant que l'on fait les restaurants, on s'en va, parce que dans ces restaurants-là, on va faire maintenant la rencontre de nouvelles personnes, mais il ne faudrait pas que ces personnes nous voient comme des rescapés de l'amour, voilà, des personnes qui sont juste là. Oui, parce que comme on dit, tout le monde, faut savoir à qui on montre ses blessures, parce qu'il y en a qui aiment bien le sang, des requins. Moi, je vais par exemple réagir sur ça. En tant que philodrope, moi je suis, à cause de la religion, on me demande des conseils. Mais cela n'exclut pas le fait que... Parce que moi, je dis souvent aux gens, c'est mieux de parler que de garder dans le cœur. Oui. Non, mais c'est le bon moment. Non, c'est le bon moment en fait. Je te dis que tu ne vas pas rencontrer quelqu'un et sur le coup, tu te mets à parler que j'ai eu trop de déceptions amoureuses dans ma vie. Moi, l'amour en ce moment, ça ne me dit trop plus rien. Tu peux faire peur à la personne. Hein. Tu vas faire peur à la personne. La personne va se dire que je vais me mettre en couple avec un dépressif. Tu vas faire fuir la... Donc, mais tu vois que tu peux donner les conseils, Charlène. Tu vois que tu arrives à... mais je m'abstiens. Ezekiel est plutôt à l'aise avec. Tu feras un bon conseiller de couple. Ça dépend des personnes. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui doivent parler pour pouvoir se guérir. Pourtant, il y a d'autres, elles se guérissent elles-mêmes. Ouais, en fait, c'est une guérison interne. Les amis, malheureusement, je suis obligé de vous interrompre. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite. Il y a beaucoup de choses à dire sur la trahison en amour, les amis. Malheureusement, c'est la fin. Chancel, c'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Omer, première participation, tu reviens quand tu veux, évidemment. Ezekiel, ça a été un plaisir, évidemment, de te recevoir sur le plateau Génération News. Oui, une personne à saluer vite fait? Oui, je vais saluer la bouteille dorée, c'est ma fiancée. D'accord. Bon, salut évidemment ta fiancée. Charlène, ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau Génération News. Évidemment, vous revenez quand vous voulez, les amis. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.